En gros, il explique que c'est une machine qui passe son temps à penser à la Troisième Guerre mondiale, en faisant des simulations et en jouant à des... War Games. Tout à fait. Salut, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube le premier épisode de Calmos, le podcast. Je suis David Honora et j'ai le plaisir de faire ça avec mon compère Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo ? Ça va très bien, et toi ? Ça va. Alors on se lance dans un podcast. Pourquoi un podcast ? Parce qu'on a pas mal de mal en fait avec nos formats habituels à être réguliers sur la chaîne. On se retrouvait parfois à faire des tunnels de plusieurs mois sans donner de signe de vie. On se retrouve toujours d'ailleurs, c'est notre lot quotidien finalement. Mais on est toujours vivant, on est toujours là, toujours debout. Et on s'est dit que ça serait cool d'avoir un cadre plus léger pour parler plus librement et naturellement de cinéma tous les deux. C'est un format donc, que vous allez retrouver en vidéo sur YouTube, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Et ça ne va rien changer au reste des vidéos. On va continuer à faire nos vidéos habituelles. Ça sera en plus ce petit rendez-vous en podcast. Ça s'appelle Calmos le podcast. Et du coup, on a un concept. Le concept, il est simple. Dans chaque épisode, l'un de nous va raconter à l'autre un film que l'autre n'a pas vu. C'est ça. Exactement. Ça va être l'occasion de discuter, de digresser, peut-être parfois de jouer à des petits jeux. Et puis aussi, on aura parfois peut-être des invités. Et là, on racontera à l'invité un film que l'invité n'a pas vu. Ça nous permettra d'élargir encore plus le champ. Et voilà, c'est tout simplement ça le concept. Vous vous installez tranquillement, vous faites votre vaisselle, vous prenez votre métro. Et moi, en l'occurrence, sur cet épisode, je vais raconter un film. De quel film vas-tu nous parler d'ailleurs ? Il me tarde de le savoir. On fait semblant parce que tu le sais, on l'a choisi ensemble ce premier film. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de te raconter War Games, un film de 1983 réalisé par John Badham. Et tu vas voir, on est à la croisée entre plusieurs genres. C'est à la fois un thriller géopolitique, un film de hacker, peut-être un des premiers films de hacker. Et c'est aussi un teen movie. Alors, c'est un genre auquel on s'est beaucoup intéressé ces derniers temps parce qu'on vient de sortir une vidéo consacrée au beau gosse de Riyad Sattouf en se focusant sur le genre du teen movie. Tu vois, déjà, je savais pas que c'était un teen movie. Ouais. Là, j'apprends déjà un truc. Et tu vas voir, ce n'est pas un teen movie dès la première scène. Ça arrive un peu plus tard dans le film. Pourquoi j'ai pas vu ce film ? Mais du coup, alors justement, avant de commencer, Hugo, t'en es où sur ce film ? C'est-à-dire, sur une échelle de... tu connais rien du tout t'as vu des extraits sur YouTube où tu connais le casting. Qu'est-ce que tu sais de War Games de John Badham ? Je ne sais rien. Enfin, je sais qu'il y a Matthew Broderick dedans, si je ne me trompe pas. Je savais pas que c'était John Badham, par exemple. John Badham qui a fait La fièvre du samedi soir. Là. Tout à fait. Ça m'évoque ça. Je sais que ça parle vaguement d'ordinateur et d'espionnage. C'est ça, tout est vrai pour le moment. J'avais pas l'aspect teen movie, donc je suppose que ça doit être un... Maintenant que je le sais, je suppose que ça doit être un jeune, le héros. Bah ouais, Matthew Broderick est dans un de ses tout premiers rôles. Ok. Et en fait, je l'ai pas vu parce que c'est pas un film dont on parle beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, j'en entends parler de loin parfois, mais personne dans la vie qui m'a dit mon film préféré c'est War Games. Ouais. Je peux être intéressé par les films de hackers, mais les films de hackers dans l'espionnage, je sais pas pourquoi je suis moins intéressé que un biopic de Mark Zuckerberg, par exemple. Oui, parce que précision, quand même, tu as un lien avec l'informatique, Hugo, puisque tu es développeur. Oui. Peut-être ça me rappellera trop le boulot aussi, c'est pour ça. À la base, je suis développeur. On va voir, je suis pas sûr que ça te rappelle tant que ça le boulot, mais ouais. Je pense qu'on voit des lignes de code. On voit très peu de lignes de code. Ok, il y a des ordinateurs, mais il y a peu de lignes de code. Ouais. War Games, j'avais l'image d'un mec sur son ordinateur avec des lignes de code vertes sur son il est sur son ordinateur, mais pas vraiment des lignes de code. Enfin, c'est d'autres formes de hacking qui entrent en jeu. Alors moi, c'est un film un peu spécial pour moi. Je l'ai vu pour la première fois assez jeune, je dirais vers 9-10 ans. Et pendant longtemps, alors c'est vraiment un film qui incarne pour moi la vie d'avant Internet, à la fois parce que la manière dont est dépeint l'informatique, c'est vraiment pré-Internet. On y est presque, mais c'est un peu pré-Internet. Oui, d'ailleurs, à cette époque-là, qui avait des ordinateurs chez lui ? Enfin, j'arrive pas trop, c'est 80... Ouais, le film est sorti en 1983, moi je suis né en 1985, et très jeune, j'ai commencé à avoir des rapports avec l'informatique, je dirais vers 3-4 ans. Wow. Moi j'avais un Mac à la maison, mais mes parents rédigeaient leur thèse et ils avaient acheté un Mac Plus, et donc je faisais des dessins sur Mac Paint, donc vraiment très jeune. Il n'y avait pas de jeu, c'était Si, il y avait des jeux, il y avait des trucs. Quand même. Il y avait Dark Castle, il y avait Quest, il y avait des trucs super. Et du coup, pourquoi je dis que c'est vraiment un film de l'ère pré-Internet ? Aussi pour une autre raison, parce que pendant super longtemps, ça a été mon film préféré dont j'avais oublié le titre.
Aujourd'hui, en fait, en 3 secondes, en faisant une recherche, j'aurais retrouvé ce film. Mais en fait, pendant super longtemps, dans mon enfance, mon adolescence, je me rappelais avoir vu ce film dont je me souvenais de certains détails très précis. Et personne connaissait. Je donnais les détails et personne n'arrivait à retrouver de quel film je parlais. Donc moi, c'était un mystère, quoi. C'est quoi ce film que j'avais beaucoup aimé, qui était mon film culte de mon enfance. Et même mes parents, je pense que je l'avais vu avec mes parents, se rappelaient plus de quoi il s'agissait. Et un jour, par hasard, je suis retombé dessus. Et j'ai dit, putain, en fait, mon film mystère que je traînais depuis des années, c'était War Games. Et vraiment, c'est pré-internet parce qu'aujourd'hui, tu peux pas perdre un film. C'est quasiment impossible. Enfin, je sais qu'il y a des sites ou des subreddits où les gens disent je me rappelle d'un film, ils donnent des détails et souvent dans la plupart des cas tu retrouves quand même des gens t'aident à retrouver assez facilement. Est-ce que tu as des films comme ça toi Hugo d'ailleurs? Le premier truc qui me vient, c'est pas un film, c'est plutôt des émissions télé. Okay, ouais. Et notamment une émission, c'est vraiment une référence de boomer, mais une émission de Georges Belair. Ok. Déjà, je vois pas qui c'est. Georges Belair, c'est un acteur, mais plus de théâtre des années 70. Je crois qu'il a joué dans un James Bond quand même. C'est un peu son fait de gloire. Et il était aussi animateur télé. Et il a animé une émission avec des jeunes. Et en fait, dans mon souvenir, c'était un truc complètement fou où c'était un peu Fort Boyard, mais un truc virtuel. C'est-à-dire que les jeunes, ils devaient passer d'un point A à un point B. Ça me dit quelque chose. En marchant sur un pont suspendu au-dessus du vide, mais un faux pont en fait. Comme dans Squid Game. Oui, voilà. Dans le noir et tout. Non, mais attends, ça me dit grave quelque chose. Et ça serait pas... Il y a un mélange, parce qu'il y avait aussi l'émission pour enfants sponsorisée par Banga, qui était un peu En route pour l'aventure, je crois que ça s'appelait. Et à la fin, il devait aller décrocher des VTT en haut d'un mur d'escalade. Ah oui, mais c'était un vrai mur d'escalade. Ouais, c'était vraiment, mais je pense, un fond effectivement, vert, en fait. ça me dit quelque chose, cette histoire de variante cybernétique de En route pour l'aventure. Et il me semble l'avoir, enfin, je l'ai reperdu, mais il me semble l'avoir retrouvé à un moment donné. Et c'était les chevaliers de quelque chose, quoi. D'accord. Mais ça a peut-être pas duré longtemps. Et ça, je suis sûr que dans les commentaires, quelqu'un nous le demande. Dites-nous dans les commentaires pour que je retrouve cette émission de télé. Mais revenons à War Games. On va pouvoir commencer à raconter l'histoire de War Games. Et sans plus attendre, le film commence sur des phares dans le brouillard. J'espère que t'es dans l'ambiance. Putain, j'y suis. On entend le vent qui souffle. Ça a l'air d'être la nuit. Enfin, de toute façon, il y a tellement de brouillard qu'on ne sait pas trop. Il y a les phares. 2 mecs en manteau d'hiver qui descendent de la voiture. Et ils rentrent dans une petite maison coquette. Ils ont chacun une valise. Il y a un jeune mec assez fringant, l'autre il est un peu plus vieux, le visage buriné par l'expérience. Ils rentrent dans un petit salon, ils font face à un miroir et là ils montrent des badges. Et en fait, c'était un miroir sans teint. Et de l'autre côté du miroir, il y a un mec en uniforme. Et ils arrivent dans un petit hall d'accueil avec deux mecs qui les attendent. Et vraiment, ça ressemble au hall d'accueil d'une base militaire. C'est des Américains, c'est pas des Russes. Exactement. Ils parlent anglais. Okay. C'est des Américains. On suit ces 2 mecs qui, donc clairement, ils sont dans une base militaire, même souterraine, parce que c'est un ascenseur qui descend. Et on découvre en fait qu'ils viennent relayer 2 autres gars dans une petite pièce qui a une énorme porte blindée. Donc en fait, voilà, c'est une base militaire. Il va y avoir des ordinateurs dans cette et il y a des ordinateurs, mais pas hyper pointus. Il y a plein de boutons. Okay. On est dans une salle de contrôle avec plein de boutons de partout. Ça clignote, etc. Et on voit via des caméras vidéo, on comprend à quoi sert cette salle de contrôle. En fait, ils surveillent des missiles. Okay. Et là, ils reçoivent un appel au haut-parleur et une alarme commence à sonner. Ça déclenche tout un protocole un peu à l'ancienne. Alors, c'est vraiment le protocole à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils sortent des classeurs, ils ouvrent une boîte en métal avec des cadenas, ils récupèrent des petits papiers top secrets qu'il faut déchirer en même temps. Il y a tout un truc manuel pour commencer à rentrer une sorte de code sur l'ordi. Attends, les dossiers, ils sortent d'où? Ils sortent de coffre-fort? En fait, des trucs qu'ils ont faut imaginer qu'eux-mêmes, ils sont dans un énorme coffre-fort. Et en fait, à l'intérieur de la pièce, ils reçoivent un code qu'ils doivent croiser avec des trucs qui se trouvent à l'intérieur de la pièce. C'est une espèce d'escape game. C'est une sorte d'escape game interne. Ouais. Et vraiment, ils suivent un protocole, quoi. On sent qu'ils sont formés à faire ça, mais en même temps que ça n'arrive pas tout le temps. Pas du tout même. Un indice qui dit que ça n'arrive pas tout le temps, c'est notamment le vieux qui commence à suer un peu au fur et à mesure que le protocole avance. Et là, ils doivent insérer des clés en se synchronisant pour déclencher la mise à feu
Donc c'est pour ça qu'il commence à stresser un petit peu. On voit sur les caméras vidéo les missiles qui commencent à s'activer, les portes à s'ouvrir, la trappe à s'ouvrir. C'est chaud, le suspense monte. Je suis pas bien, franchement. Et alors, juste, on est en plein suspense, mais il y a un truc que j'ai pas dit sur les deux mecs. C'est marrant, c'est pas n'importe qui, en fait, ces deux acteurs. Et alors, je sais pas si toi, ça te fait ça dans les films. Souvent, avec les petits rôles, moi, ça me le fait tout le temps. Tu bloques à un moment sur un visage et tu te dis, putain, lui, je l'ai déjà vu quelque part. Là, c'est le cas avec les deux. Ok. Ça te le fait, toi, ça, parfois? Oui, tout le temps, ouais. Des gens, surtout dans les comédies françaises, il y a toujours des gens qui reviennent tout le temps. Ouais. Alors là, il y a William Fichtner là-dedans, je suis sûr. C'est pas William Fichtner. Alors, okay. Alors moi, je suis pas hyper physionomiste, donc en plus, ça me le fait souvent. Et parfois, je bloque et parfois, je me trompe en plus. Récemment, j'ai vu le film 20 dieux, que je recommande. Un film très sympa sur la fabrication artisanale de comté dans le Jura. Et l'actrice principale, pendant tout le film, je me dis, mais elle est bien, mais je l'ai déjà vue quelque part, je suis sûr. J'étais persuadé de l'avoir déjà vue quelque part. Et en fait, après coup, donc c'est vraiment elle est agricultrice dans le Jura, c'est son premier rôle. Et en fait, je la confondais avec une actrice qui joue dans Game of Thrones. Et donc, ça n'avait rien à voir, mais laquelle du coup, c'est celle qui joue Ygritte. C'est un peu la sauvageonne rousse. En fait, bon. C'est vrai qu'ils font tous un peu agriculteurs dans le Jura, dans Game of Thrones, donc en fait, on peut confondre. Donc j'ai dit, il y avait un vieux et un plus jeune. Le vieux, c'est John Spencer. À l'époque, c'est juste son deuxième rôle au cinéma. En fait, il est devenu légendaire dans les années 2000 parce que, en tout cas pour les gens qui ont vu la série, c'est lui qui joue Léo McGarry dans À la Maison Blanche, The West Wing, qui est une de mes séries préférées, la série d'Aaron Sorkin, dans laquelle Martin Sheen joue le président. Et le deuxième, c'est aussi son deuxième rôle au cinéma, et c'est Michael Madsen. Ah oui. Donc là, quand même, donc Michael Madsen, donc on a retrouvé plus tard chez Tarantino, dans Kill Bill, dans Reservoir Dogs. C'est lui qui coupe l'oreille dans Reservoir Dogs. Tout jeune, du coup, genre, il a 20 ans. Il est tout jeune. Okay. Il est tout jeune, presque on le reconnaît pas, quoi. D'accord. Lui, justement, je me suis un peu dit, j'avais un peu le truc, genre, putain, il ressemble à Michael Madsen, machin, c'est lui. Mais revenons au film. Parce qu'on était quand même dans un gros suspense. Là, les mecs, ils sont en train de déclencher des ogives nucléaires. Oui, d'accord. Je me remets. Ok, un missile enclenché, du coup. Là, ça va partir. En tout cas, notre John Spencer, là, le vieux, il est en train de suer à mort. Et surtout, on remet un peu de contexte. On est dans les années 80. Même au moment où le film sort, on est encore en pleine guerre froide. Et pour te dire à quel point on est dans les années 80, Michael Madsen, au poignet, il a une montre calculatrice. Waouh. Ce qui est toujours un petit plaisir quand on en voit une. Mais c'est un mec dont le métier est appuyé sur des boutons, donc a priori, ça va avec. Ouais. Voilà, des montres calculatrices. J'ai une petite note là, ici. On en retrouve dans Retour vers le futur, mais aussi dans Les gros salaires lève le doigt et La personne aux deux personnes. On avait fait une petite ref à ça dans notre premier épisode de Rigolo, effectivement. Ouais, parce que c'est Daniel Auteuil qui les porte dans ces deux derniers films. Bref, revenons à War Games. On est clairement là en train de se dire, à cause du contexte, qu'ils sont sur le point de balancer une bombe nucléaire, donc c'est normal qu'ils stressent un peu. Et là, en fait, le vieux militaire, John Spencer, il commence à avoir des doutes. Il sue, et il veut passer un coup de fil pour vérifier. Il a cette réplique où il dit... je vais quand même pas tuer 20 millions de personnes sans passer un petit coup de fil pour être sûr. Et Michael Madsen commence à s'énerver, lui dit que c'est pas la procédure. Lui, il a commencé à activer ses ogives. Ah, lui, c'est un peu le bureaucrate du duo, c'est ça. Il fait selon ce qu'on lui a dit de faire. C'est pire que des bureaucrates, c'est des militaires. Donc en fait, normalement, ils doivent exécuter les ordres. Il y a une procédure. Ah oui, d'accord, ok. Non, parce que des fois, les vieux militaires, ils savent un peu louvoyer avec les règles. Là, dans le contexte, c'est plus que... juste, il a une morale, quoi. Enfin, il a conscience de ce que ça veut dire d'exécuter cet ordre-là en particulier. Okay. Tu ferais quoi, toi, dans sa situation? Je passerai le petit coup de fil, peut-être, quand même. Ouais. D'accord. Pour être sûr. Moi aussi, je suis team coup de fil. Je suis du genre à... Je ferme chez moi à clé et je suis en bas de l'escalier, je remonte pour être sûr que j'ai bien verrouillé. Donc, si c'est une ogive nucléaire, je pense que je fais une petite vérif, quand même. Ok. Alors, il essaye de passer son coup de fil, mais le QG répond pas. Et là, Michael Madsen, il a un argument qui est recevable. Il dit, c'est normal si ça répond pas, ça a peut-être déjà été rasé par les Russes. Enfin, j'avais pas pensé à ça. Et donc, le compte à rebours est lancé. John Spencer veut pas tourner sa clé, et à tel point que Michael Madsen sort son gun et le braque. Waouh. Et là, c'est très Michael Madsen, ça. Ouais. Et là, bam,
cut, générique de début, le titre en lettres rouges, War Games. Wow. Est-ce que t'aimes bien jusqu'ici, Hugo? Est-ce que t'es dans... Je suis dedans là, ouais. Je regrette de ne pas avoir vu de mes yeux vu ce livre. Tu racontes très bien. Donc, tu pourras le rattraper après l'épisode. Et est-ce que dans le générique, il y a juste le titre War Games, c'est pas un générique Si, alors il y a d'abord le titre. Ça commence par le titre qui s'écrit lettre par lettre, et puis après il y a le générique qui se déroule. Et surtout, on est complètement dans un changement d'ambiance. Parce que le générique, on est sur une petite musique guillerette, militaire mais guillerette. On est sur des plans d'extérieur, sur une autre base militaire. On est de jour, c'est l'été, donc a priori on est un peu loin géographiquement parce que là où ils étaient, c'était plus ambiance Alaska. Et là, on suit un hélico qui arrive avec des officiels, sûrement des gens du gouvernement, qui sont transférés par une petite voiture. Ils vont dans un tunnel et ils arrivent pour une réunion dans une énorme base souterraine. Et là, on est vraiment dans l'ambiance Dr. Folamour, si t'as la ref. Ouais. Donc, ça dépend. C'est l'ambiance du QG, dans le décor, pas de la dans salle de réunion. Pas l'ambiance du film. Non, okay. C'est ce genre de pièce, ce genre de décor. Ok. Donc intimidant, quoi. Ouais, et avec des écrans de contrôle géants, en plus. Petite info, parce que j'ai fait mes recherches en préparant l'épisode, le décor il est super, il a coûté à l'époque $1 million et c'était sur le moment le décor le plus cher jamais construit pour un film. Ok. Et donc on voit sur les écrans une carte des États-Unis et du monde avec les États-Unis en bleu, l'URSS en rouge. Et on assiste à cette réunion avec des mecs en costume et des mecs en uniforme qui ont l'air très haut gradés. Ils ont des uniformes avec plein de petites pastilles. Et on comprend que la scène qu'on a vue au début du film était un exercice, en fait. Waouh. En fait, c'était un exercice et ils expliquent que le résultat, c'est que 22% des tests ont foiré. Donc dans 22% des cas, il y a eu un John Spencer qui n'a pas voulu lancer les missiles. Et puis là, il y a un mec qui travaille dans la base, qui nous a été un peu présenté juste avant. Enfin, on a suivi son déplacement, la secrétaire qui allait le chercher, donc ça a l'air d'être un personnage un petit peu important. Joué par un second couteau du cinéma mais je ne sais pas qui c'est. Ah, ok. Et je vais te le présenter. Il a un gilet et une moustache. Ouais. À partir de maintenant, je vais l'appeler moustache. Je l'adore déjà. Et il tape du poing sur la table. Et il dit, c'est normal que des mecs aient refusé de balancer des missiles, parce qu'ils savent ce que ça implique. Et sa solution à lui, c'est qu'il faut sortir l'humain de l'équation. Donc lui, il a l'air d'être un peu plus côté ordinateur dans la technique. Et là, il y a le militaire gradé qui l'embrouille. Il dit comment ça, sortir l'humain de l'équation Et donc, on a cette petite conversation, vraiment un peu l'homme face à la machine, enfin avec deux écoles, deux générations un peu aussi, mais deux manières d'aborder les choses. Là, le mec à moustache, il tape encore du poing sur la table, c'est sa manière de se faire entendre. Et lui, il est vraiment team ordinateur, il pense que l'ordinateur doit décider, exécuter les ordres, et on ne peut pas faire confiance à des humains pour faire face à la menace soviétique. Notamment, il balance une petite info, je ne sais pas si elle était réelle à l'époque, il dit que si une attaque vient d'un sous-marin russe, ils ont 6 minutes pour réagir. Donc ça met un peu la pression. Et là, Moustache a un truc à leur montrer. Je l'appelle Moustache, c'est comme ça. Il les emmène dans une autre pièce de la base et il leur présente Whopper. Ce qui veut dire, en fait, ça s'écrit W-O-P-R. Oula, ça va être un acronyme de fou. Exactement. Ce qui veut dire War Operation Plan Response. Et c'est un ordi géant avec plein de petites diodes qui clignotent. Et voilà, c'est le gros ordinateur qui est dans la base secrète. Et petite anecdote, c'est une blague qui est en ref au sandwich de Burger King, ou le Whopper, et en fait qui renvoie au nom du vrai ordi de la défense US à l'époque, qui s'appelait BRGR, qui donc pourrait se dire Burger. Ok. Voilà, petite qui info. veut dire... je sais pas, alors j'ai pas noté ce que ça veut dire. Ouais. J'ai pas d'hypothèse en fait. Ouais. Donc, passons. En revanche, ça me permet de lancer un premier petit jeu. Ouais. C'est le jeu des noms d'ordinateurs dans les films. J'adore. Je vais tout simplement te donner des noms d'ordinateurs dans les films et tu dois essayer de retrouver à quel film ça correspond. J'en ai noté quelques-uns. Alors il y a Alpha 60.
Putain, je sais déjà pas. Alpha 60, ça fait très vintage, donc je pense que c'est un film des années 60. Des années 60, du coup, ouais. Et il y a des années 50, pour que ce soit 60, c'est comme les trucs qui s'appelaient 2000 dans les années 90. Ouais, genre c'est tout changé de nom après. Oui, c'est ça. Non, bah, Alors, tous les Alpha indices 60. sont dans le titre, c'est les années 60, et Alpha, c'est aussi Le cerveau infernal. Non. Non. C'était dans Alphaville de Jean-Luc Godard. Voilà, Alpha 60. Ah, je pensais que c'était plus chiadé que ça, le nom qu'il aurait trouvé. Non, bon, c'est pas fait chier. Ensuite, Mother. Alien. Tout à fait. Ouais. C'est l'ordinateur du Nostromo dans Alien, de Ridley Scott. Mais, en fait, il y avait potentiellement un petit piège. Il y avait potentiellement un petit piège. C'est que, avant ça, c'était déjà le nom de l'ordinateur de bord dans Dark Star de John Carpenter, qui est déjà écrit par Dan O'Bannon. Donc, en fait, il avait donné le même nom. Alors, un peu plus dur, sauf si tu l'as, c'est SCMODS. SCMODS. Ça va pas être un film hollywoodien, ça, c'est un truc un peu... C'est un film hollywoodien, mais pas un film de SF. Ah, d'accord. Et c'est une pas comédie. C'est une comédie. Et c'est pas vraiment un ordinateur, c'est pas une IA, quoi. C'est un fichier, c'est une base de données. Peut-être Spaceballs, une comédie, non? C'est une comédie. Ouais, non, C'est dans les Blues Brothers. Et en fait, il y a une réplique là-dessus. En fait, donc SMODS, c'est le State County Municipal Offender Data System. Ok. Et en gros, c'est le fichier des délinquants de la police. Et il y a un moment, ils se font contrôler et il y a cet échange où il dit, je pense qu'ils ont les SMODS. Et en plus, ça sonne un peu comme s'ils avaient une maladie génitale, tu vois. Et en fait, et du coup, son pote lui demande, son frère lui demande ce que c'est. Ça fait un peu nom de gang de West Side Story ou Grease. Mais alors, pour ta gouverne, je n'ai pas vu Blues Brothers, donc éventuellement, si un jour tu veux me le raconter, il n'y a pas de souci. Bon, ensuite, un autre facile, Skynet. C'est Terminator, ouais. Voilà, donc c'est l'IA qui va prendre le contrôle du monde dans Terminator. Un peu plus difficile, mais il y a peut-être un indice, c'est Euclide. Euclide, donc ça renvoie aux mathématiques. T'es sur une bonne piste. C'est l'histoire d'un mec mathématicien, certainement. Ouais, et même le titre... C'est pas un biopic de mathématicien. Alors j'ai détesté ce film, mais je me rappelle plus trop ce que ça raconte. Mr. Nobody? Non. C'est l'ordinateur dans Pi de Darren Aronofsky. Voilà. Wow. Alors, une autre IA que tu connais, parce que là, on y a consacré une vidéo, Dr. Neo. AI, intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Donc, c'est l'IA un peu en mode génie avec la voix de Robin Williams qui a réponse à tout. Qui ressemble beaucoup à ChatGPT d'ailleurs. Et dans notre vidéo, on en parle à ChatGPT de ce parallèle. Ouais. Allez voir cette vidéo dans laquelle on parle des IA au cinéma en discutant avec ChatGPT. Un autre ordinateur, Red Queen. La Reine Rouge. Ça m'évoque Alice au Pays des Merveilles, mais je pense que... Ouais, c'est une ref à ça. Mais le film... Matrix. Non, c'est pas Matrix, c'est dans Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Je me souviens pas trop de ce film non plus. Film que je n'ai pas vu, moi. Potentiellement, tu peux me le raconter. D'accord. J'en ai plus que 3. Alors, Intelligence. Mais Intelligence écrit comme un acronyme. Comment on peut écrire comme un acronyme? C'est Intelligence, I-N-T-E-2-L. C'est dans une comédie. Entre les mots. Oui, voilà. Galaxy Quest? Pas loin, c'est dans Team America de Trey Parker. Ok. Et puis, pour les deux derniers, alors, le Jarvis. Oui, c'est Iron Man, ça. Tout à fait. Et c'est aussi un acronyme, Jarvis, ça veut dire Just a Rather Very Intelligent System. Pas mal. Et le dernier que tu connais aussi, Samantha. Samantha, c'est dans Her. Et je pense que c'est pas un acronyme. Ou alors, non, ouais, je crois pas. Ouais. Dans Her de Spike Jonze. Avec la voix de Scarlett Johansson. Tout à fait. Bon, bref, il y en a plein d'autres. Mais alors, revenons à Wargame et à Moustache, qui montre du coup Whopper aux militaires et aux mecs du gouvernement. Et là, on a un autre mec qui attendait près de la machine, qui est clairement un ingénieur parce qu'il a un bouc et des lunettes. Il a un gilet aussi. Et il nous présente la bête. Et en gros, il explique que c'est une machine qui passe son temps
à penser à la Troisième Guerre mondiale en faisant des simulations et en jouant à des War Games. Tout à fait. Donc là, tout de suite, le mec en costard, il est convaincu. Il dit on va sortir l'humain de l'équation et il va pitcher l'idée au président. Et la cut, on est à Seattle. Putain, ça saute de ville en ville. Et juste petit quiz rapide, petit jeu, nouveau jeu rapide, parce que j'ai préparé des jeux. Vas-y, je suis chaud. Un jeu sur les films à Seattle. 5 films, un seul ne se passe pas à Seattle. Je te propose 50 Shades of Grey de Sam Taylor Wood, Le Cercle, The Ring de Gore Verbinski, c'est le remake américain de Ring, Nuit blanche à Seattle de Nora Ephron, ouais. Blowout de Brian De Palma, et 10 bonnes raisons de te larguer, 10 Things I Hate About You, un super teen movie de Jill Junger avec Julia Stiles et surtout Heath Ledger. En fait, j'ai aucune idée de la réponse, donc je vais jouer le piège. Je suis sûr que c'est Nuit blanche à Seattle qui ne se passe pas à Seattle. Non, Nuit blanche à Seattle, ça se passe pas que à Seattle, mais ça se passe à Seattle. À un moment, ils vont à New York et tout. Peut-être Blowout, je me souviens pas de Seattle dans ce film. Mais... c'est la bonne réponse. Blowout, ça se passe à Philadelphie, qui est une super ville de cinéma. Moi, il y a plein de super films, de films que j'aime qui se passent à Philadelphie. Notamment, il y a les Rocky, il y a les films de Shyamalan. Philadelphia. C'est pas mal. Le film Philadelphia, qui, contrairement à Nuit blanche à Seattle, ne se passe pas à Seattle. Mais on aura peut-être l'occasion de parler de Philadelphie dans un prochain épisode. On revient à War Games, qui se passe à Seattle. Et comment on sait que ça se passe à Seattle ? Parce qu'on a un plan sur la skyline avec la fameuse Space Needle, une tour au profil assez connu. Et alors tout de suite après ce plan, on a un plan sur une salle d'arcade. Et là, on est à la 15e minute du film et on va rencontrer le personnage principal. Le personnage principal s'appelle David Lightman, et il est joué, tu l'as dit au tout début, par Matthew Broderick. Est-ce que le fait qu'il s'appelle David, tu penses que ça a pu jouer dans ton attachement à ce film très jeune ? Tout à fait possible. J'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus, mais c'est tout à fait possible. Donc il est joué par Matthew Broderick. Comment toi tu es sur Matthew Broderick ? À quel film tu penses en premier avec lui ? Alors moi, il y a un film que j'adore avec Matthew Broderick, c'est Disjoncté, The Cable Guy de Ben Stiller, je crois d'ailleurs, avec un Jim Carrey qui est exceptionnel. C'est, je pense que le film qui fait juste avant The Mask, Ace Ventura et tout, ou alors juste après, mais en tout cas, il n'était pas encore le Jim Carrey que tout le monde connaît. Et il est très très fort. Et son personnage, c'est un psychopathe en fait. Et le personnage de Jim Carrey. Matthew Broderick est le mec lambda. Matthew Broderick, c'est le contre-champ de comédie, mais une comédie assez noire, comme Ben Stiller sait en faire. Et j'aime beaucoup. Après, je me souviens d'Inspecteur Gadget, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas super mémorable. Mais je me souviens qu'il joue deux rôles, parce que le méchant, c'est Matthew Broderick avec des dents super blanches. Et ça m'avait un peu marqué. Putain. Ouais, et quoi d'autre ? Il y a Ferris Bueller, mais que j'ai pas vu, que tu pourras me raconter aussi. À part ça... Alors oui, Matthew Broderick, donc à l'époque de War Games, donc c'est un de ses premiers films, voire son premier film, j'ai un doute, mais à l'époque, il a 21 ans. C'est le film qui va le faire connaître. Il va devenir encore plus une star 3 ans plus tard avec la folle journée de Ferris Bueller. Et plus récemment, il a aussi joué dans Godzilla. Ah mais oui, bien sûr, effectivement. J'avais oublié, mais ça m'avait bien plu, Godzilla à l'époque. Non, et il y a un autre film que j'ai pas vu et que j'aimerais bien voir. C'est le seul film américain original de Francis Weber. Quand il est parti aux États-Unis, après avoir fait la trilogie La Chèvre, Les Fugitifs, Les Compères, il a d'abord fait un remake d'un des trois, je crois que c'est Les Fugitifs. Et après, il a fait un film qu'il n'a pas écrit lui-même, qui s'appelle Out on a Limb, je crois, ou Out of a Limb, je ne sais plus exactement, avec Matthew Broderick, et il raconte qu'il était ingérable. Je pense que c'est un acteur pas facile. Il est lisse à l'écran, mais pas derrière la caméra. Je pense que comme beaucoup des acteurs qui ont joué dans les teen movies de l'époque, ils ont un peu fait les 400 coups et ça devait être compliqué. Ça devait être à cette époque-là, en plus, genre fin des années 80. Ils étaient très jeunes, ils étaient devenus des stars super vite, c'était compliqué. Et donc David, là, il est en train d'exploser un record sur une borne d'arcade. Un jeu un peu type Space Invader, c'est une vraie borne d'arcade qui s'appelle Galaga. Ok. La borne est aussi visible dans Karate Kid et dans
Un ticket pour deux. Que j'ai pas vu. Et la production avait, paraît-il, fait livrer la borne chez Matthew Broderick pour qu'il s'entraîne pendant 2 mois avant le tournage. Voilà, c'est une info tabzienne que je te donne, comme dirait JB de Tales from the Click. Ouais. Mais bon, c'est un peu nimp parce qu'on le voit à peine jouer dans le montage. On le voit presque pas jouer dans le montage, donc ils auraient complètement pu tricher. Peut-être qu'il s'était pas assez entraîné, donc du coup, à l'écran, c'était pas du tout impressionnant. 2 mois, c'est pas tant que ça pour devenir super fort à un jeu. Vraiment, là, dans l'histoire, ça a très peu d'intérêt, à part de poser le fait, je pense, à l'époque, que c'est un mec, il est tech-savvy parce qu'il joue à la borne d'arcade. Et là, il y a sa montre qui sonne. Il faut qu'il file, il est en retard au lycée et il part en courant et il essaie de rentrer discrètement dans la salle du cours de SVT qui a commencé. Mais il se fait griller par le prof qui lui rend un devoir auquel il lui a mis un F. Ce qui est une très mauvaise note. La pire note, ouais. Voilà. Il finit par se faire virer de cours en insultant, en faisant une référence à la femme du prof. La scène, en fait, sert surtout à introduire un autre personnage, une jolie fille qui est assise devant lui dans la classe, qui rigole avec lui dans le cours, qui a aussi une super mauvaise note en SVT et qui s'appelle Jennifer Mack, et qui est incarnée par Ali Sheedy, qui 2 ans plus tard va aussi jouer dans un teen movie culte, The Breakfast Club, où elle incarne Allison, la rebelle. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, c'est juste en préparant l'épisode que j'ai réalisé que c'était la même personne, parce qu'elle a un look très particulier dans Breakfast Club. Un peu gothique, ouais. Tout et en noir. Ouais. Elle a pas du tout ce look, elle est juste, c'est juste un peu la jolie fille du lycée là. Ouais, qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs, parce que finalement. Elle a fait, je sais pas trop, elle a fait des trucs. Mais elle a fait d'autres teen movies. Elle a fait aussi, c'est un teen movie avec des personnages un peu plus âgés, Saint Elmo's Fire. Ouais. Mais pareil, elle fait vraiment partie de la génération où ils sont devenus... Le Brat Pack. Le Brat Pack, ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on a parlé de l'archétype des nerds dans notre vidéo sur les beaux gosses. Là, clairement, David est un nerd. Mais dans le film, c'est hyper positif. Lui, déjà, il est assez beau, il plaît aux filles, il est à l'aise avec socialement. Enfin, tout est... C'est le nerd qui a trouvé quoi faire de sa nerditude, en fait. C'est ça, c'est le nerd cool, le passionné d'informatique. Okay. Donc très précurseur. Et le film est... Tu vas le voir, je vais le redire plusieurs fois, le film est hyper précurseur sur plein de trucs. Bref, David est convoqué chez le proviseur. On comprend que c'est loin d'être la première fois. Limite, il a ses acquaintances avec la secrétaire. Ouais. Okay. Il attend devant le bureau du proviseur et là il y a un ordinateur. On se dit qu'il va peut-être faire un truc sur l'ordinateur, mais en fait il tire une sorte de tablette tiroir du bureau et scotché dessus il y a un petit papier jaune avec une liste de mots rayés et il lit le dernier mot rayé en bas de la liste et c'est écrit crayon. Enfin pencil en anglais, c'est écrit crayon. Et puis là, le proviseur arrive, il fait le rendez-vous, il y a une ellipse. Et puis on le retrouve dehors devant le lycée. Et là, Jennifer, c'est trop cool, le rejoint à mobilette et propose de le ramener chez lui. Voilà, on est au top du coup. On a complètement oublié, je ne sais pas si tu te souviens, que le film a commencé dans une base militaire. Ouais, c'est vrai. Là, on est complètement dans une autre ambiance. Ils n'ont pas de casque, ils sont à l'aise, il se tient à sa taille, c'est bonne ambiance. Ils discutent un peu sur la mobilette. Elle dit qu'avec leurs mauvaises notes, ils vont devoir se taper la summer school. Et David dit que non, parce que lui, il a une solution. Quelle solution ? On se demande. T'as une idée de la solution ? Et, Jennifer non plus. Donc il lui dit viens chez moi, je vais te montrer. Viens dans ma chambre, je vais te montrer à l'étage. Petite technique sympa. Alors, petit détail marrant. Sur la porte de la chambre, il y a écrit Security Area, Authorized Entry Only. En gros, zone de sécurité, juste les gens accrédités peuvent y accéder. Ça fait très gamin de 10 ans, ça. Et donc, c'est un peu un truc... Ça, je trouve ça marrant, parce que ça fait parallèle entre l'univers enfantin, ado, le genre de truc que tu mets sur ta porte, voilà, et aussi, au premier degré, avec l'ambiance du début du film, des bases militaires qu'on aurait presque oublié, comme je disais tout à l'heure. Bref, il lui montre sa chambre, il y a plein de matos techniques dans sa chambre. Il est un peu gêné parce qu'il a des calbutes qui traînent, donc il range rapido. Ça, c'est très les beaux gosses pour le coup. Ouais, il y a un petit côté, mais vraiment assez clean quand même. Et oui, c'est la différence entre le film américain et le film français. C'est quand dans le film français, les slips sont sales. C'est ça, exactement, avec des grosses taches dégueulasses.
Donc il monte son matos informatique. Et là, il décroche son téléphone. Donc, on est dans les années 80, c'est des téléphones fixes. Et elle lui demande qu'est-ce qu'il fait. Et il dit je me connecte à l'ordinateur de l'école. Et en fait, là, on a la première scène de hacking du film. Il pose le combiné du téléphone sur une sorte de petite machine qui je crois, permet de se connecter par les impulsions sonores. Alors, j'ai checké, je crois que c'est vraiment... c'est un truc legit de l'époque. J'espère qu'ils se sont un peu renseignés avant de raconter des trucs. Le film est plutôt bien renseigné sur le hacking, sur les trucs comme ça, d'après ce que j'ai lu. Tu verras, il y a des libertés. Non, mais des libertés qui sont prises, mais sur l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et en fait, il explique qu'à l'école, il change les mots de passe toutes les 2 semaines, mais qu'il sait comment se les procurer. Et rien que ça, en fait, c'est intéressant sur le hacking parce que souvent, justement, on imagine, comme tu disais en début d'épisode, on imagine que le hacking, c'est beaucoup des lignes de code rentrées dans la matrice et tout. Mais en fait, souvent, dans la réalité, c'est aussi beaucoup d'ingénierie sociale. En fait, de trouver les failles humaines. Du profiling c'est ça. Technologique. Pour trouver comment rentrer dans les programmes et tout. Et d'ailleurs, si tu as bien suivi, tu as peut-être une idée du mot de passe de l'école. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment suivi. C'est le nom de la secrétaire parce qu'il la connaît. Non, c'était le nom qui était écrit sur la liste de mots. Ah. Donc le mot de passe, c'est crayon. Avec le dernier mot barré. Et c'est pour ça qu'il y a des mots barrés parce qu'ils changent régulièrement, ils barrent. Pas très safe comme pratique. Et alors sachant qu'à l'époque, pareil dans ce que j'ai lu sur le film, le concept même de sécurité informatique était pas très développé. Donc en fait. C'est un truc qui avec le développement de l'informatique, forcément, s'est développé aussi, mais justement, les gens avaient des pratiques pas très safe. Et c'est l'occasion de faire un jeu mot de passe dans les films. Et donc, j'ai listé, c'est comme pour les noms d'ordinateurs tout à l'heure, là, juste quelques mots de passe. Je pense que je vais faire 0 parce que c'est le genre de détail que je retiens jamais. Alors, je commence déjà, tu vas faire 1 point normalement, avec un mot de passe qui n'est pas un mot de passe informatique, qui je pense est peut-être un des mots de passe les plus connus de l'histoire du cinéma. C'est Fidelio. Ah oui, c'est Eyes Wide Shut, c'est le mot de passe de la soirée. Qui permet à Tom Cruise d'accéder à la partouze dans Eyes Wide Shut. Deuxième mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est sûrement un film assez ancien. C'est un film assez ancien. On tentait des mots de passe. Sachant que c'est un gag en fait. Donc c'est dans une comédie. Ah d'accord. Non, je sais pas. En fait, c'est un code, et c'est le code qui permet de de lancer la destruction de la planète dans La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Ah, d'accord. Et il y a même une scène avec un gag sur un mec qui dit putain, mais 1, 2, 3, 4. Alors en plus, ils attendent d'avoir le code. Enfin, ils s'attendent à un truc compliqué, et il dit mais c'est le genre de code qu'on met sur sa valise. Et après, il y a une autre scène où c'est vraiment le code d'une valise. Bref. Un autre mot de passe. War Machine Rocks. Donc c'est que War Machine, ce serait le nom d'un gars. Ouais, plus d'une machine en fait. Ah bon, d'accord, une machine de guerre. Petit indice, c'est dans un film de super-héros. Ah. Un petit Superman avec Lex Luthor qui a des machines. Non, plus récent. Ah ok. Un Marvel. Ouais, et c'est un gag aussi. Enfin, ça donne lieu à un dialogue. Le Gardien de la Galaxie, ça peut être un peu. C'est dans Iron Man 3 de Shane Black. D'accord, ok. C'est le mot de passe de Don Cheadle pour son armure. Et en fait, Robert Downey Jr. à un moment, a besoin de récupérer le mot de passe de son pote pour accéder à l'armure. Et donc, il lui donne son login, et Robert Downey Jr. se fout de la gueule. Ah oui, mais je pense que c'est quelque part dans ma mémoire, parce que je me suis dit que ça devait être un mec qui se la pète. C'est ça. Une ref à quelqu'un qui se la pète. Alors, autre mec qui se la pète, avec le mot de passe suivant, c'est Bossman69. Mais c'est écrit B055man69. Je vois bien un truc à la Pato, un Will Ferrell ou ce genre de... Non, c'est pas une comédie. C'est pas une comédie. Enfin, c'est pas une comédie. Il y a des aspects un peu humoristiques. On peut, un peu lointainement, ça pourrait être une sorte d'héritier moderne de War Games. Enfin, d'accord. Avec en tout cas le personnage principal du film pourrait être un peu un héritier futuriste de Broderick. The Social Network, peut-être. Non.
C'est un très grand réalisateur. C'est un de ses derniers films. Un film de science-fiction. Megalopolis. Non, c'est dans un film de Steven Spielberg. Ah, wow. Jurassic Park. Non, c'est le mot de passe du méchant Nolan Sorrento dans Ready Player One. Ah oui. Et justement, le personnage fait l'erreur d'écrire son mot de passe sur un post-it, collé à son ordi ou je sais plus trop où. Ah, j'ai oublié ce film. Et voilà. Et dernier mot de passe, vaginal. Écrit comment, du coup? C'est marrant parce que dans le film, le personnage principal du film demande comment ça s'écrit. Ce qui est un gag dans le film. C'est une comédie française. Un film français. Film très récent. Notre indice, peut-être? C'est un réalisateur qui fait beaucoup de films. Enfin, il y a un certain temps. Quentin Dupieux, fumé, fait tousser. Non, c'est dans Yannick. À un moment, oui, un mec du public a son ordi. Et du coup, il lui demande, en le menaçant... devant une salle entière de théâtre. C'est ça, il lui demande de livrer son mot de passe. C'est vaginal. Et Raphaël Quenard demande comment ça s'écrit après, ce qui rajoute un gag. Très bon gag. Bon, on revient à War Games. Et David, grâce au mot de passe, qui était donc crayon, pencil, réussit à accéder à ses notes, remplace son F en SVT par un C, tranquillou bilou. Et il commence à faire pareil avec la note de Jennifer, mais elle, en fait, elle n'est pas chaude, elle n'est pas d'accord. Elle lui demande de revenir en arrière. Et du coup, elle part. Elle a des choses à faire. Donc, il lui a remis sa note. Mais alors qu'elle est partie, il décide de quand même rechanger sa note et de lui mettre un A. Oh putain. Alors, red flag pour David, là, parce que quand même, elle avait dit non. Ce qui va avoir des conséquences. Bon, finalement, non, ça n'aura pas des énormes conséquences. Enfin, tu verras un peu plus tard. D'accord. À noter, du coup, ce que je te disais tout à l'heure sur l'impact du film, que le concept de hacking n'existait pas vraiment à l'époque. En tout cas, pas dans la loi aux États-Unis. Et en fait, le film, il a eu un impact tellement important qu'un extrait du film de plusieurs minutes a été diffusé au Congrès américain l'année suivante pour convaincre qu'il fallait un peu légiférer sur le sujet. Et donc, ça a donné le Comprehensive Crime Control Act en 1984 et plus tard le Computer Fraud and Abuse Act en 1986. Donc, voilà, vraiment, ça a conscientisé les politiques et la population américaine sur les dangers potentiels. Savoir que le film a eu un énorme succès à l'époque, du coup. Ouais, enfin énorme, je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même un vrai gros succès. Pour situer un peu, t'as un budget de prod de 12 millions de dollars et il a rapporté presque 80 millions de dollars. Ok. Et il a été nommé pour 3 Oscars. Donc c'est quand même... Ah oui, quand même, j'avais pas du tout conscience de ça, en fait. Je pense que c'est vraiment un film un peu culte aux États-Unis qui n'a pas eu le même impact en France. Ok. Revenons au film, on se retrouve dans la base souterraine du tout début du film, donc la petite, celle en Alaska, vraisemblablement. Qui est réservée au test ou, non, c'est une vraie base. En fait, ce qui s'est passé, le test du début, il faut se dire que en fait, ils ont testé toute leur base de lancement de missiles en même temps, et ils ont regardé quels opérateurs lançaient ou pas les missiles. Ok. De manière factice, mais voilà. J'espère qu'ils ont bien mis en mode sandbox pour pas lancer vraiment des missiles. A priori oui, parce que personne n'est mort. Et en fait, on voit que la décision a été prise parce qu'en fait, ils sont en train de démonter les machines. On retrouve John Spencer et Michael Madsen qui, en fait, littéralement sont en train d'être remplacés par des ordinateurs. Ils partent avec leurs affaires, ils sont au chômage technique. On a le temps de voir ça et puis on revient dans la maison de David qui est en train de dîner avec ses parents. En fait, il dîne pas vraiment tellement avec ses parents parce que sa mère est au téléphone avec un client visiblement. On voit au logo sur sa veste qu'elle bosse chez Century 21. J'ai failli te faire un jeu agent immobilier dans les films, mais ça n'a aucune importance dans l'histoire, donc on va avancer. Et David, lui, de son côté, il feuillette une pub pour un jeu vidéo. Ça s'appelle Protovision. Et la réclame dit un truc vraiment qui se présente comme du jamais vu, quoi. C'est le futur. Pendant ce temps, le père, il est en train de se préparer un épi de maïs il enduit de beurre avec un toast. Dans la technique, tu tartines la margarine ou le beurre sur le toast et après tu
Sympa, il se met bien le père, ouais, ok. Et au moment belle éducation, ouais. Au moment de croquer dedans, il pète un câble parce que son maïs est cru. Et il y a une petite conversation avec sa femme qui dit que c'est mieux pour les vitamines. Bref. Aucune importance pour l'histoire, on avance. David est dans sa chambre et il appelle les renseignements pour avoir le numéro de la société Protovision. On peut se dire qu'il va commander le jeu, quoi. C'est une société de jeux vidéo. Mais non, il a de la ressource. En fait, il veut y accéder gratuitement et en avant-première, donc en fait, il veut le pirater, quoi. Il va en gros lancer un script pour scanner les ordinateurs de la région qui sont joignables en fait par connexion téléphonique. Et oui, parce qu'il n'y a pas encore Internet à l'époque, donc il n'y a pas la fibre. Mais apparemment, les ordinateurs peuvent être connectés au réseau téléphonique et voilà. Donc Cut, il est à nouveau dans la salle d'arcade et là, Jennifer vient lui demander si finalement, en fait, elle a réfléchi à changer d'avis. Est-ce que finalement, il ne peut pas lui changer sa note? Donc il lui dit bon, ok, ils vont chez lui. Elle s'assoit en face de l'ordinateur et elle lui demande qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a le script qui est en train de tourner. Il lui explique qu'il est en train de chercher à se connecter à la société Protovision. Des lignes de code donc? Pas vraiment. En fait, ça compose des numéros, quoi. Ah, ok. Mais en fait, quand je dis un script, c'est quand même il a programmé. Enfin, on le voit pas coder son truc, mais il a dû coder un truc qui lance les appels. Ce serait pas très cinématographique. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, le film fait attention tout le temps à rendre cinématographique les trucs pas très cinématographiques de l'informatique, justement. Et donc c'est là qu'il lui avoue qu'il a changé sa note. Elle est contente. Finalement, bon, le red flag, le fait qu'il ait fait ça sans lui demander, ça lui pose pas trop de problèmes. Et tout va bien. Donc en fait, il essaie de se connecter aux ordinateurs. Et pendant qu'elle est là, en fait, il commence à avoir des ordinateurs auxquels il se connecte. Et donc il tombe d'abord sur une banque. Bon, ça, il fait rien. Et puis sur une compagnie aérienne. Et là, hop, il se réserve des billets Chicago-Paris, la compagnie aérienne. Et puis, finalement, il tombe sur un truc bizarre qui a l'air d'être lié à Protovision, qui lui demande un login. Il ne peut pas entrer dans le système. Il essaye des trucs, ça ne marche pas. Et il lui explique, ce qui est bien avec les programmes, c'est que on peut lui demander de l'aide. Et donc, il tape une commande Help Games et ensuite List Games. Et là, ça lui sort une liste de jeux. Au départ, attends, là, il est sur le serveur de Protovision. Ouais. Ok. Enfin, un serveur de la région. Ah, je vois le truc arriver. Sans doute. Il va tomber sur un jeu de guerre un peu, non? En fait, il a une liste de jeux. Au départ, c'est des trucs assez classiques, échecs, poker, morpion. Et puis des trucs de plus en plus militaires, jusqu'à guerre mondiale thermonucléaire. Et là, il dit « Oh my God, ça a l'air trop bien » et tout. Mais bon, il peut pas y jouer, il peut pas y accéder pour le moment. Alors ils prennent la mob de Jennifer, ils vont dans un labo informatique où là ils retrouvent deux vrais nerds, là vraiment des nerds hardcore. Du coup c'est un peu sûrement ceux qui sont pour lui les références qui lui ont tout appris, quoi. Et il leur montre la liste des jeux qu'il a imprimés. Les mecs disent ça vient pas de Protovision, c'est militaire et probablement classifié. Ils s'embrouillent entre eux, les deux gars, et il y en a un qui explique que, en fait, pour pénétrer le système, il faut trouver une backdoor. Et il explique ce que c'est une backdoor. Tu sais ce que c'est une backdoor? Pas du tout. C'est en gros un truc que laissent les développeurs dans les programmes, parfois pour pouvoir réaccéder à leur programme. Enfin, c'est une sorte de truc caché qu'ils laissent dans le code pour pouvoir accéder à l'intérieur du truc, quoi. Et un des nerds, en regardant la liste, se dit que pour la trouver, il devrait chercher du côté du premier jeu de la liste qui s'appelle Falcon's Maze, le labyrinthe de Falcon. Et du coup, David, qu'est-ce qu'il fait? Il télécharge. Il va à la bibliothèque. Ah bon? On ne télécharge pas des choses à l'époque. Ah oui, putain, j'avais oublié que c'était 83. Il va à la bibliothèque, il fait des recherches sur des microfilms, et on a un peu une sorte de montage avec des ellipses. Et il découvre qu'un certain monsieur Falcon a bossé pour le département de la Défense et qu'il est mort. C'était un informaticien hyper fort, mais il est mort. On a un montage un peu rapide, on voit le temps passer. Il passe des nuits dessus, sur ce mystère. On sait que c'est parfois la nuit parce qu'on le voit torse nu dans le reflet de son écran. Donc, ah oui, c'est chez lui, c'est pas des nuits à la bibliothèque à regarder les photos. En fait, c'est un montage, donc en fait, il fait des allers-retours avec la bibliothèque chez lui et tout. Ouais. Et il essaye des trucs, il essaye de rentrer, mais aucun des mots de passe qu'il essaie ne fonctionne.
Le temps passe, et puis on tombe sur Jennifer qui fait son footing, qui passe devant chez David. Le père de David est en train de faire des mots croisés, elle rentre, et elle s'inquiète parce que ça fait 1 semaine que David n'est pas allé au lycée. Donc là, effectivement, il y a du temps qui est passé. Elle le retrouve torse-poil dans sa chambre, il enfile vite un polo, et il lui résume ses découvertes. Alors en gros, Falcon était passionné de jeux et d'informatique, et il a mis au point des programmes qui pouvaient apprendre à s'améliorer tout seul. C'est un peu les prémices de l'intelligence artificielle. Et il lui montre une vidéo de Falcon. Donc c'est là qu'il y a un peu des libertés, parce qu'à mon avis, techniquement, à l'époque, je sais pas comment il récupère la vidéo. Ah oui, dans une disquette. Ouais, c'est... bref, il a une vidéo. Jennifer, elle trouve le mec assez beau gosse. Lui, donc, il lui annonce qu'il est mort. Elle le trouve jeune aussi. Il dit qu'il avait 41 ans. Elle dit, ah ouais, c'est vieux en fait. Ok. Et je pense ce qui m'a fait mal en revoyant ça, c'est que quand j'ai vu le film, enfant, je devais être d'accord avec le fait que c'est vieux 40 ans. Mais bon. Après, le 40 ans de 83, c'est pas le 40 ans d'aujourd'hui. Ah bah oui, à l'époque, dans les années 80, tu mourrais dans ton champ. Ça fait 50 ans bien tassé. Non, bon. mais alors, quand j'ai revu Cuisine et Dépendance, par exemple, ils sont plus jeunes que moi, les gens, ils ont l'air d'avoir 60 ans. C'est vrai. C'est un exemple comme ça, mais il y en a plein. Et en plus, c'était les années 90, c'était pas les années 80. C'est vrai. Falcon, il se tient bien pour ses Il est très beau gosse, c'est vrai. Ok, d'accord. Bon. On apprend que la femme et le fils de Falcon sont morts dans un accident de voiture et que sa santé, en fait, à lui, elle s'est vite détériorée après ça. Et on voit dans la vidéo son fils, Joshua, jouer à une version électronique du Morpion. Il doit avoir 5-6 ans. Falcon a son fils dans les bras et ils font coucou à la caméra. Et là, bingo, David se dit, ça y est, c'est pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. J'ai le mot de passe. Est-ce que toi, tu as une idée du mot de passe? Tic-tac-toe. Et non. C'était un peu plus sentimental. Le mot de passe, c'est Joshua. Ah oui, mais c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est les années 80. Ouais. C'est le mot de passe du coup du fils du développeur du programme, quoi. Et effectivement, donc David tape Joshua, ça fonctionne. Et à ce moment-là, on a un plan sur Whopper dans la base militaire qui clignote de tout son jus. Et dans la chambre de David, l'ordinateur écrit « Bonjour, professeur Falcon ». Waouh. Là, c'est en texte, mais ils ont dû se dire ça va être chiant d'obliger le spectateur à lire. Du coup, David demande à Jennifer tu veux l'écouter parler? Pas de problème. Il branche un petit truc et à partir de maintenant, l'ordi, il va lui parler en réponse à ses prompts, à ses inputs. Il lui parle en synthèse vocale. Lui parle pas à l'ordi par contre. L'ordi comprend pas ce qu'il dit. Enfin non. Mais en fait, par contre, il va dire à haute voix ce qu'il tape. Oui, d'accord. Et du coup, ça permet de faire un dialogue. Donc, c'est un exemple, en fait, de rendre cinématographique un truc qui l'est pas. Ça va. J'admets ce genre de liberté. Bon, là, l'interlocuteur, à partir de maintenant, je vais l'appeler Whopper parce qu'on a très bien compris à qui il parlait. On n'est pas chez Protovision, clairement. Et Whopper demande à David à quel jeu il veut jouer. Et là, direct, David, il veut jouer à quoi? La guerre. Guerre mondiale thermonucléaire. Whopper répond t'es sûr, tu veux pas une petite partie d'échecs? David insiste, il lance le jeu et première étape dans le jeu, il doit choisir son camp, les US ou la Russie. Et là, il choisit les Russes. Wow. Et il demande à Jennifer quelle ville on bombarde en premier. Et Jennifer, elle propose Las Vegas et Seattle. Non mais attends, lui il sait qu'il joue pas à un jeu là. Non, pour lui, c'est des jeux quoi. Il a parlé avec des spécialistes qui sont pas d'accord sur la question. Il y en avait un qui lui avait quand même insinué que c'était potentiellement classifié et militaire. Apparemment, il a oublié cette information. Mais quel petit con ce Mathieu Broderick. Je le déteste. David. Ouais. Et David, bref. ouais. Donc ils veulent bombarder Las Vegas et Seattle. Cut sur la salle de contrôle militaire. Alerte rouge. Missile en approche. Donc là, ça panique dans tous les sens. Ça indique impact estimé dans 11 minutes. Ils essaient de vérifier si c'est pas un bug. C'est la galère. On revient à David et Jennifer. Eux, ils s'éclatent. Ils vivent leur meilleure vie là dans sa chambre.
Et avec une petite musique, j'imagine vraiment le split. Mais alors sur leur écran, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils voient une carte, ils voient les missiles bouger. Il y a plein de chiffres en bas et ils savent pas. Mais ça a l'air marrant. Dans la salle militaire, ça passe en Defcon 3. Wow. Le militaire gradé. Moustache ? Non, le militaire. Moustache, c'est plus un peu l'ingénieur. Oui, enfin, un des ingénieurs. Le militaire, qu'on a vu dans la réunion du début, il appelle le président. On revient à David. Son père l'engueule parce que le chien a renversé les poubelles. Faut venir ranger. Du coup, il éteint son ordinateur et il se barre. Tout revient à la normale dans la salle de contrôle, parallèlement. L'ingénieur avec son bouc débarque en courant dans la grande salle de contrôle. En fait, il dit c'est une simulation qui a été lancée depuis l'extérieur. C'était pas vraiment les Russes qui nous attaquaient. Okay. Il y a eu une simulation, mais elle a été lancée depuis l'extérieur. C'était un peu gros quand même. Ouais. C'est vrai. Mais problème, ils n'ont pas eu le temps de localiser l'origine de l'intrusion, mais ça devait être à peu près vers Seattle. En fait, quand il est parti gérer le chien, il a éteint le truc. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de le localiser grâce à ça. Ça n'existait pas le concept de pause dans un jeu à l'époque, je pense. Non, et puis tu éteignais ton ordi, quoi. Ouais. Ça se faisait. Aujourd'hui, on garde. Et ça durait 23 minutes, comme pour le lancement. Ouais. Ah oui, d'éteindre, ouais. On est le soir. David a reçu son bulletin de notes. Ses parents sont super contents. Il a des bonnes notes vu qu'il les change. Et là, à la télé, il y a une breaking news annonçant que l'état-major de l'armée a cru à une attaque surprise des Russes, mais en fait, non. Donc, petit coup de stress, mais en fait, ça va. Et alors là, petit coup de stress, par contre, pour David, qui se dit, oula, est-ce que c'est nous, quoi? C'est fou qu'il parle de ça à la télé, quand même. Pas que, genre, à la limite, aujourd'hui, sur les chaînes info en continu, il pourrait y avoir un petit bandeau. Ah, il y a un quoi? Là, c'est breaking news. Aux 20h, à la grande messe du 20h. Toujours est-il que ça aide à faire avancer l'intrigue, donc on est content. Admettons. Et elle s'en fout un peu. Elle dit, oh, t'inquiète, c'est pas grave. Elle va en parler à sa pote Rachel. Bon, David, quand même, il est un peu parano. Il se dit, non, il vaut peut-être mieux en parler à personne. Chez lui, il cache tous les documents qu'il avait imprimés. Il avait imprimé plein de trucs. Et à ce moment-là... C'est vrai qu'on imprimait, en plus, à l'époque. Ouais. À ce moment-là, le système le recontacte. Et lui, il essaie de dire qu'il n'est pas Falcon. Et le truc, c'est que en relançant le programme, initialement, il a réactivé un truc qui s'était arrêté à la mort de Falcon. En fait, il avait un peu verrouillé son programme, et là, ça a réactivé le truc. Et du coup, ça affiche un compte à rebours d'environ 52... Ah, merde. On a perdu une lumière. Bon, la lumière... Ah, ça revient, voilà. Donc, il peut y avoir des bugs de lumière. L'audio, ça s'entend pas, mais en visuel, ça clignote. Il y a un compte à rebours de 52 heures qui est lancé. L'objectif primaire de la machine étant de gagner le jeu. Il faut trouver une manière de gagner le jeu, sauf que le jeu, c'est guerre thermonucléaire. C'est un peu chaud. On se retrouve le lendemain, David sort d'une supérette, et là, tout de suite, il se fait encercler par des gars, c'est le FBI. Il l'embarque dans une fourgonnette. C'est chaud. Il n'oppose pas de résistance. Non, il sait qu'il a des choses à se reprocher. Comme c'est un petit... Et d'ailleurs, j'avais noté, c'est l'occasion pour moi de te lire la longue tagline qui était sur l'affiche française du film, que je trouve super. Pour le FBI, c'est un espion international. Pour le Pentagone, c'est une puissance mondiale. Pour ses parents, c'est un gamin qui joue dans sa chambre avec son ordinateur. Très très longue tagline. Ah, c'est vrai. Mais très bien. Moi, je trouve ça pitch parfaitement le film. Mais voilà. Dans la salle de contrôle, et ça répond un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'en parler à la télé. Il y avait aussi un côté peut-être service de communication de l'armée. En tout cas, il y a un groupe de civils qui sont en train de visiter la base secrète. Donc ils font quand même des visites. Ah oui, ok. C'est en même temps musée. C'est assez open. On récupère l'argent où on peut. Hein. C'est la crise. Il y a une réunion avec Moustache et l'ingénieur au Book. Et ils expliquent que David... Il s'appelle pas Book, l'ingénieur au Book. Je vais te l'appeler... Ah, la lumière est revenue. Bon, ça... Il y a une réunion avec Moustache et Book. On va l'appeler Book, l'ingénieur au Book. Et les deux, ils expliquent que David est rentré en utilisant un mot de passe laissé par le développeur originel de l'application du système. Le mot de passe qui est Joshua, si je me... Exactement. Okay. Je ne sais pas si eux connaissent le mot de passe, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont constaté. Et Moustache va interroger David. Il le trouve menotté à l'infirmerie. C'est là qu'il est enfermé dans la base.
Et il se trouve que Moustache a été l'assistant de Falken à l'époque. Il lui explique le principe de DEFCON. On est toujours en DEFCON 4 à ce moment-là. Et si ça va jusqu'à DEFCON 1, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc l'échelle, elle est dans ce sens-là. Alors, DEFCON, c'est un acronyme Ouais, et d'ailleurs, c'est un vrai truc. DEFCON, c'est un vrai truc qui existe depuis la fin des années 60 aux États-Unis. C'est pas vraiment un acronyme, mais c'est DEFCON pour Defense Readiness Condition, qui en gros est la préparation de la défense, à quel point il faut être préparé. Et d'après ma recherche, c'est vraiment Wargames qui a popularisé le truc dans la culture populaire. Et derrière, ça a beaucoup été utilisé au cinéma. Il y a DEFCON dans Independence Day, USS Alabama, La somme de toutes les peurs dans Watchmen. Ce serait la première mention de ce protocole dans un cinéma. Film, en tout cas ce que j'ai retrouvé. Ouais. Et sur plein de trucs, Wargames a vraiment lancé des tropes, en fait, a défini des manières de parler d'informatique, de sécurité au cinéma. Pour revenir au film, David révèle à Moustache que Whooper l'a recontacté, l'a appelé. Et Moustache demande à David avec qui il avait prévu d'aller à Paris. Donc ils ont fait un petit peu leur petite recherche aussi. Ils ont retrouvé qu'il avait aussi piraté la compagnie aérienne. Donc ils ont cet échange. Moustache va faire le point avec les militaires. Il est persuadé que David bosse pour quelqu'un. Il se dit pas c'est juste un gamin à la con. Et il l'a laissé, pendant ce temps, David, il lui a fait un peu visiter. Il l'a laissé dans un bureau vitré qui donne sur la grande salle de contrôle. Donc David voit tout. Et devine ce qu'il y a dans ce bureau. Un ordinateur. Ah oui. Il l'a laissé tout seul avec un ordinateur. Ah oui, d'accord. Donc David reprend sa conversation avec Whooper. Ouais. Et lui, moi j'appelle Whooper, mais David il l'appelle Joshua. Et Joshua, ou Whooper, dit à David que DEFCON 1 sera atteint dans 28 heures. Donc le décompte, c'est aussi le décompte avant la Troisième Guerre mondiale. Et il estime le bilan à 72 millions de morts. D'accord, ouais. David, du coup, un peu inquiet, il demande si c'est un jeu ou si c'est vrai. Et attends, il demande ça à l'ordinateur ? Il demande ça à l'ordinateur. C'est un jeu ou c'est... Ok. Et l'ordinateur répond, quelle est la différence ? À méditer. Waouh. Ok. Bon, à ce moment-là, Whooper dit à David qu'il est dur à trouver. Whooper pense s'adresser à Falken. Et il est l'ordinateur dit à David, dis donc, t'es dur à trouver. Voilà. Pensant que c'est Falken. Exactement. Okay. Et en fait, il lui dit notamment, t'es pas joignable dans ton adresse secrète, l'adresse secrète de Falken. Ce qui suggère que en fait, Falken est encore vivant et qu'il a simulé sa mort et qu'il s'est caché quelque part. Mais je le trouve hyper entreprenant cet ordinateur. C'était de la top qualité à l'époque. C'est de l'ordre de K2000. C'est un autre truc qui est fou. De voir ce film aujourd'hui, c'est que justement maintenant, avec des trucs comme ChatGPT qui se rapprochent beaucoup plus de ce que ça faisait à l'époque, il y avait quand même une anticipation qui était intéressante. Mais ils n'avaient pas du tout ça à l'époque, par contre. Ils ne pouvaient pas avoir des ordinateurs qui leur répondaient, même, je sais pas. Même au top de l'armée, ça c'est de la pure fiction. Bref, le Whooper révèle que Falken avait aussi un pseudonyme pour son adresse secrète, le pseudonyme de Dr. Hume. Et du coup, David, tout simplement, demande c'est quoi l'adresse secrète ? Et Whooper lui donne l'adresse secrète. Oui, parce qu'il était fort en réponse à des questions, mais il n'avait pas de webcam pour vérifier la tête. Ouais, il pense vraiment qu'il parle à Falken. En tout cas, il s'exécute. En fait, Falken est le maître de l'ordinateur, donc il lui répond logiquement. Bon, pendant que David fait tout ça, il y a quand même la secrétaire qui l'a vu utiliser l'ordi, qui s'est un peu inquiétée, qui est descendue prévenir les autres. Et là, il y a tout le monde qui arrive. Genre, elle était derrière la porte comme ça, elle regardait. Ouais, non, mais en fait, tout est vitré. Tout est vitré. Ah oui, donc, tout le monde voit tout. David, il a juste le temps de récupérer l'adresse. Et l'adresse, c'est une petite île au nord de l'Oregon. Donc, l'Oregon, c'est au sud de l'État où il y a Seattle. C'est pas loin. C'est pas loin de Seattle, mais on ne sait pas exactement où est la base secrète, lui, où il se trouve actuellement. Ok. La base secrète, elle n'est pas... Ah oui, ok. Mais bon, il a l'adresse, mais le FBI le chope par la peau du cul, il le ramène à l'infirmerie, qui, à l'infirmerie, ferme avec un digicode. Il est tout seul dans l'infirmerie, il fouille, il trouve des ciseaux, un dictaphone, un micro, une petite ambiance MacGyver, là. Il a une idée. Il appelle le garde pour lui dire qu'il doit aller pisser, sachant que le garde, il est en train de draguer une infirmière, donc il n'est pas hyper concentré.
En fait, il lui dit non, après que le mec ait ouvert la porte. Enfin, le garde lui dit qu'il n'a pas le droit d'aller pisser. Enfin bref, mais en fait, David dit que c'est pas important. Il a plus envie d'aller pisser. Et en fait, il avait branché le dictaphone sur le digicode de l'autre côté. Et il a pu enregistrer le code grâce à cette technique. Trop fort, putain. Du coup... David. Et ça, c'est toute une scène un peu de suspense. David s'enfuit, bien discrètement, après avoir changé le code. Du coup, les mecs du gouvernement, quand ils arrivent plus à ouvrir la porte. Ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» et tout, c'est énervant. Et pendant ce temps, David rejoint la salle de contrôle par les canaux d'aération et il se glisse dans le groupe de touristes qui finissent leur visite et il prend le bus avec eux. Il y a une petite ellipse et on retrouve David déposé par un poids lourd au milieu de nulle part. Donc il a dû sûrement faire du stop, enchaîner. Là, il pirate une cabine téléphonique et on apprend qu'il est quelque part au milieu du Colorado. Donc il est quand même assez loin de Seattle. Il appelle les renseignements pour tenter d'avoir à partir de l'adresse le numéro de Falcon. Et puis, il appelle Jennifer pour lui demander de payer un billet d'avion vers l'Oregon. Pas en hackant la compagnie de manière aérienne, legit, okay. En payant. Pendant ce temps-là, dans la base militaire, le système leur dit que les Russes préparent une attaque avec des sous-marins. Donc là, l'ordinateur tout seul doit être en train de lancer des nouvelles simulations. Mais eux, ils savent pas, quoi. Ils sont en panique. Ils croient que c'est potentiellement vrai. David arrive à l'aéroport. Jennifer est là. C'était juste à 3 heures de route de Seattle, donc elle est venue. Attends, je reviens sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est un gros film de quiproquo finalement. C'est que c'est un qui croit un truc et en fait il se passe ça. C'est du boulevard. C'est un petit peu, sauf que la vie de millions de personnes est en jeu. Donc c'est un petit peu chaud. J'aime bien le mood. Bon, depuis l'aéroport, c'est plus un aérodrome, quoi. Il a pris un avion de moyenne taille. Ils prennent le bus, ils prennent le ferry et ils vont à Goose Island, qui est l'île au sud de l'Oregon où se trouve a priori Falcon. Et il explique à Jennifer que Falcon est toujours vivant et que l'ordinateur est en train d'essayer de gagner la Troisième Guerre mondiale. Petit stress. Le ferry approche de l'île et là on a un plan qu'on peut considérer de what the fuck sur un ptérodactyle dans les airs. Il y a un ptérodactyle qui vole. Ah, mais c'est un parc d'attractions. Non, c'est pas un flashback David et Jennifer sont arrivés à terre et là, le ptérodactyle fait un piqué et fonce sur eux. Et en fait, c'est un ptérodactyle télécommandé. Piloté par Falcon, qui a l'air d'être un mec qui vit en ermite depuis des années, qui a des idées un peu farfelues. Comment on sait que c'est Falcon? On le reconnaît, on l'avait vu en vidéo. Ah oui, donc on le voit lui. On le voit, il pilote avec une télécommande d'avion télécommandé, quoi. Et il a pas trop envie de coopérer, il discute avec eux, David et Jennifer. Il a une grosse barbe? Il a pas de grosse barbe, il est tranquille. Il a conservé son hygiène. Ouais, il est bien. Et on voit après qu'il a un petit chalet sympa. Il est retranché, quoi. En fait, avec une cheminée, il y a des ordinateurs. Une cheminée. Il n'y a pas tant d'ordinateurs. Ils essayent en fait d'avoir sa coopération. Ils disent qu'il faut qu'ils viennent pour arrêter la machine, mais ça l'intéresse pas. Il leur demande juste de se casser. Et là, David a une idée. Il a un argument massue. À ton avis, c'est quoi? C'est un truc sentimental. C'est un truc sentimental. Qui est lié à un truc qu'il a vu en vidéo sur son fils. Exactement. Le morpion. Tout simplement. Le morpion, ça va servir. En fait, plus directement, il lui dit juste qu'il est là pour lui parler de Joshua. Et ça, c'est un truc assez joli parce que comme le mot de passe qui avait fonctionné sur l'ordinateur, ça marche un peu aussi sur l'humain. En fait, ça débloque quelque chose. D'accord, ouais, bien. Et donc voilà. Du côté des militaires, ça commence à paniquer un peu. Ça envoie des avions de chasse qui cherchent les Russes, tu vois, parce qu'on les voit sur le radar, mais c'est bizarre. Et Falcon, dans son chalet, fait une petite projection vidéo aux deux ados. Un film sur l'extinction des dinosaures, ce qui fait le lien avec le ptérodactyle. Il leur explique que son programme était fait pour simuler la guerre sans prendre le risque de la faire. Mais il n'a pas le temps de lui enseigner le plus important, le fait que parfois, il faut juste abandonner quand on joue à des jeux. Et en particulier à la guerre. Il demande à Jennifer si elle a déjà joué au morpion pour
pour justifier un peu pour argumenter son développement. Elle dit oui, mais elle y joue plus. Pourquoi elle y joue plus? Parce que c'est un jeu chiant, il y a toujours égalité. Et c'est tout à fait le point de Falken. S'il n'y a aucun moyen de gagner, le jeu n'a pas de sens. Il lui dit... il y a toujours égalité oui, au Morpion. En fait, au Morpion, c'est un jeu les règles sont trop limitées, qui fait que si les deux joueurs jouent parfaitement, il y a égalité, en fait. C'est comme ça. Ok. Mais du coup, il y a pas, la notion d'abandon n'existe pas au Morpion, par contre. En fait, c'est plus... Lui, ça lui permet de dire que ce jeu n'a pas de sens, en fait. C'est qu'il n'y a pas de gagnant. En fait, il n'y a pas de gagnant, donc à quoi bon y jouer, quoi. J'aimerais bien avoir un biopic sur l'inventeur du Morpion. Ou alors du champion du monde de Morpion. Ouais. Et donc, en fait, moi, justement, quand je me rappelais plus de quel était le film et que je le pitchais, je parlais de cette histoire de Morpion. Donc, du coup, les gens se disaient, mais de quoi tu parles? Bon, globalement, Falken est super déprimé. Il considère que l'humanité est vouée à l'extinction comme les dinosaures. Et il va se coucher. Bon, David et Jen... grosse journée s'il a jamais vu personne depuis 10 ans. Franchement, deux d'un coup, des gamins et tout. Trop chiant. David et Jen se barrent. Et dans la War Room, c'est toujours la panique. Hein. On est 9 heures avant l'impact. Ça commence à stresser sévère. David et Jennifer, ils sont sur une île, donc ils cherchent un bateau. Ils ne trouvent pas. Jen propose de traverser à la nage. Et David avoue qu'il ne sait pas nager. Ça devient un peu émotionnel. Ils disent que la fin du monde est proche. Elle lui annonce que la semaine prochaine, elle aurait dû passer à la télé dans une émission d'aérobic. Elle était super contente de ça. Et en fait, là, ils sont en train de se dire c'est la fin du monde, c'est fini, quoi. Et là, ils s'embrassent. Un petit moment, un petit movie un peu. Et là, un hélicoptère débarque. Et en fait, c'est Falken qui leur propose de les emmener à la base. Finalement, il a réfléchi, il a changé d'avis. Il débarque en Jeep à la base, à fond. Il défonce la barrière de l'entrée, vraiment, c'est en mode action. Et là, ils ont un gros accident. Tout le monde meurt et c'est la fin du film. Non, je rigole. En fait, non, la Jeep, mais par contre, ce qui est marrant, c'est que là, la Jeep... je me suis dit que ça pouvait être un fantasme, un rêve ou un truc. Et le mec se réveille et dit putain, non. Non, par contre, il y a une anecdote marrante. C'est que la Jeep, elle a vraiment un accident un peu chaud, quoi. Et en fait, c'était pas prévu au script. C'était juste prévu que ça défonce la barrière. Et en fait, les cascadeurs qui conduisaient la Jeep, ils ont eu un accident derrière où ils sont allés s'encastrer dans une autre Jeep. Et en fait, ils ont gardé au montage la séquence. D'accord. Et en fait, du coup, ils finissent, les personnages descendent de la Jeep, après ils courent, ils vont dans le tunnel à pied. Et ça rend le truc encore plus impressionnant en termes de suspense et tout. Bon, ça court dans tous les sens, tout le monde veut se réfugier dans la base. Il y a une porte méga blindée qui est en train de se refermer. Ils arrivent juste à temps à rentrer dans la base. Le suspense est ouf. C'est Indiana Jones aussi un peu. Ouais, il y a tout dans ce film en fait. Bon, dans la base, tout le monde est persuadé que les Russes sont en train d'attaquer. Et il croit même pas Falken qui vient d'arriver. Enfin, il essaie d'argumenter en expliquant que c'est une simulation. Le truc, c'est que sur les écrans, il y a vraiment les missiles russes qui sont en train d'arriver. Et là, c'est vraiment impact dans 10, 9, 8. C'est un stress total. Tu stresses? À fond, ouais. Et je suis sûr que c'est dans le genre de film où chaque seconde en dure 10. Et donc, du coup, t'as encore vachement plus le temps de le montage est pas mal et tout. Sur les écrans, tout pète, une ville après l'autre. Et eux, ils sont dans une base où, en fait, ils sont protégés de ça. Quoi. Ouais. Et donc, potentiellement, tout est vraiment en train de péter. Et potentiellement, ça va être les derniers survivants. C'est ça. D'un holocauste. Et global. En fait, il y a un petit temps de suspense. Et puis, en fait, les différentes bases répondent. Ils sont pas morts. Il n'y a pas eu d'impact. C'est une bonne nouvelle. C'était vraiment une simulation. Sauf que Whopper ne laisse pas les humains reprendre la main. Moustache appelle Book. L'ordinateur est en train d'essayer de trouver les vrais codes nucléaires pour envoyer les missiles tout seuls. Parce qu'en fait, ces cons-là, ils ont enlevé l'humain de l'équation. Et donc maintenant, l'ordinateur est jusqu'au bout de la chaîne. Donc s'il trouve les codes nucléaires, il pourrait potentiellement déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais maintenant là? Non. Là maintenant dans le film, ouais. Ah ouais, attends. Le moment de suspense, c'était la dernière simulation. Et là maintenant, Whopper est en mode... il a les clés du camion. J'ai les clés du camion, c'est parti quoi.
Ça me fait penser, il y a une vidéo à aller voir sur YouTube, sur la chaîne d'Ego, à propos des IA et du danger de l'IA, qui s'appelle « L'horreur existentielle de l'usine à trombone ». Et ça parle de ça, justement, à partir du moment où tu donnes la main à la machine, potentiellement, la machine, elle va au bout du truc. Super vidéo. Allez voir ça sur YouTube. On est dans la base. C'est le stress. Le haut gradé demande, mais on ne peut pas juste débrancher l'ordinateur. Ce qui est une bonne remarque. Déjà en 83, la technique de débrancher. Mais non, et là, scénaristiquement, je trouve que le diptyque entre cette objection et la réponse à l'objection, je la trouve super. Moustache explique non, parce qu'en fait, si on débranche la machine, ça va être interprété comme une destruction de la base et ça ferait tout péter. En fait, ils ont prévu que... Ouais, voilà. D'accord. Ah oui, c'est pas une histoire de cloud, c'est une sécurité. Donc, ouais. Là, le président est aussi en ligne. Enfin, c'est tout le bordel. Et là, David a la bonne idée. Il dit les jeux. Et donc, il va sur un ordinateur. Falken lui dit on va le laisser faire. Il tape List Games et il essaye Chess. Ça fait Access Denied. Il essaye Poker. Access Denied. Ça lui donne pas accès. Il essaye Guerre mondiale thermonucléaire. Ça marche pas non plus. Et là, David a une autre idée. Qu'est-ce qu'il tente? Un autre jeu. Tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Il tente Morpion. Et il lance une partie. Et il demande ensuite à Whopper de jouer tout seul. Et là, Whopper se lance dans des méga simulations de Morpion. Il enchaîne les parties et il fait des matchs nuls en boucle. Parce qu'il joue parfaitement et ça fait des matchs nuls. Tout se met à surchauffer. Whopper se met maintenant à lancer des simulations de guerre thermonucléaire. Il y a de la pression, ça clignote de partout. Et il en arrive à la conclusion que le seul coup gagnant au jeu guerre thermonucléaire, c'est de ne pas jouer. C'est beau. Toutes les simulations donnent des perdants, quoi. Et il conclut en disant si on joue aux échecs plutôt. Tout le monde est rassuré, tout est bien qui finit bien. Moustache ébouriffe les cheveux de David. David prend Jennifer dans ses bras et c'est la fin du film. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Hugo? Attends, laisse-moi le temps de me remettre. C'est pour ça que j'aime bien les génériques à la fin des films, c'est que t'as le temps de... On peut redescendre. D'ailleurs, il y a une assez belle typo, un peu informatique rétro, la même typo rouge du titre du début du film, là, sur le générique de fin. Attends. Est-ce que ça t'a donné envie de le voir? Ouais, alors du coup, tu m'as tout raconté, donc je sais pas... Il y aura moins de suspense, mais je pense que ça vaut quand même le coup de... Mais c'est vrai que j'ai envie de le voir. J'ai envie de donner cher à ces personnages, de les voir. J'ai envie de voir Falken. J'ai envie de voir Whopper. J'ai envie de voir à quoi il ressemble, etc. Non, ça a l'air super. Et ça a l'air assez riche, en fait, thématiquement. Ouais, je trouve que le film s'égare pas trop dans des trucs trop artificiels ou à la con. Enfin, scénaristiquement, souvent, c'est assez bien foutu. Ouais. Et le titre correspond bien à ce que tu m'as raconté. Ouais, c'est vrai. Il y a la guerre, il y a le jeu, il y a les jeux de guerre. Non, et puis et je trouve la morale qui m'avait vraiment marqué à l'époque, je la trouve intéressante, quoi. Il y a vraiment un truc. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a parlé aussi sur le côté moderne du film, sur les aspects IA, mais en fait aussi toujours sur les questions, les risques de Troisième Guerre mondiale et les moments où tout peut péter. D'ailleurs, j'ai vérifié sur la fiche Wikipédia, les États-Unis sont repassés en DEFCON 4, il me semble, dernièrement, au moment de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. C'est la dernière fois qu'il y a eu... Donc les Russes aussi sont toujours dans le game de la question. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Calmos, le podcast. Merci à Axel, à la technique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube ou sur Spotify. Pensez à vous abonner partout, en particulier sur votre appli de podcast préféré. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, si vous aimez ce qu'on fait en général, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. On revient très vite pour nous raconter un nouveau film qu'on n'a pas vu. En l'occurrence, la prochaine fois, Hugo, c'est toi qui vas me raconter un film et tu vas me raconter... Le Cornio, que tu n'as pas vu. Donc, ce qui est honteux. Je ne juge pas, mais ce qui est honteux c'est étonnant. Quand on écrit rigolo, mais je vous expliquerai dans le prochain épisode pourquoi je ne l'ai pas vu. Enfin, je ne sais pas si vraiment il y a une raison. Voilà, tout simplement, on se retrouve très bientôt. Et donc, on vous dit à bientôt. À bientôt.